regardé et merci de votre attention renouvelée. Mais surtout également, merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, surtout en termes de suggestions et commentaires en ce qui concerne votre émission Opinion Libre. Bienvenue dans votre magazine. En tout cas, comme vous le savez, c'est un espace qui vous est laissé. Vous qui êtes expert, vous êtes technocrate. En tout cas, vous détenez un savoir-faire dans tel autre domaine de la vie. C'est ici, votre vitrine, la vitrine à travers laquelle vous pouvez faire connaître au grand public ce que vous faites dans la vie, justement pour que nous puissions tous, dans l'ensemble, comme nous le voulons bien, construire un Congo fort, prospère, justement pour que nous soyons en tout cas un pays émergent, un pays développé au cœur de toutes les nations du monde. Comme vous le savez, à tout moment, à travers votre émission, nous recevons toujours des experts dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur la publication de la feuille de route par la CENI, un processus en tout cas déjà entamé, enclenché justement par rapport aux échéances électoraux qui nous attendent au niveau de 2023. Alors, quelle analyse technique faire de cette feuille de route qui a été publiée le 3 février dernier par le président de la centrale électorale, Denis Kadima? Nous allons en parler, c'est pourquoi nous avons fait venir dans cette émission un expert électoral. Il est également cofondateur de l'UDPS, mais il est en tout cas membre de la commission électorale au niveau de l'UDPS, parti au pouvoir. Il s'agit de M. Robert Nkoumou. Avec lui, nous allons parler, comme vous le savez, en tout cas de cette feuille de route. M. Robert Nkoumou, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir associé dans cette réflexion. Alors, s'agissant des élections. Très content en tout cas de votre passage dans cette émission. Comme vous le savez, la CENI a eu à publier la feuille de route justement pour préparer déjà, planifier, prendre en compte toutes les opérations qui sont prévues pour la bonne tenue des élections ici chez nous République du Congo. Mais au regard de cette feuille de route, nous avons relevé près de 8 contraintes que le président de la CENI lui-même, Denis Kadima, a dénoncé. Alors, révélé, il y a d'abord le facteur temps qui doit être rattrapé. Il y a également la contrainte au niveau politique, la contrainte au niveau de finances, mais également la contrainte sécuritaire. Ce sont là des contraintes pour le moment qui sont, en tout cas, qui ont été révélées au grand public par Denis Kadima. Alors, on s'est dit, quelle analyse faire de toutes ces contraintes? Monsieur Robert Nkoumou, d'abord, lorsque vous avez lu, vous avez entendu monsieur Denis Kadima parler, quelle analyse technique vous avez eu à faire par rapport à cette feuille de route? Merci, monsieur le journaliste. Les contraintes sont des préalables de la bonne tenue des élections. Les contraintes, les préalables, on en aura toujours. Dans la vie, on a toujours des difficultés à surmonter, car l'homme se reconnaît quand il franchit les obstacles. Les obstacles sont inhérents à la vie. Quant à l'organisation électorale, quelles sont les opérations utiles, exigibles dans le processus électoral? Je disais, dans le processus électoral, le premier élément, c'est le cadre juridique. Parce que chez nous, nous n'avons pas un code électoral. Nous avons la loi électorale qui est chaque fois révisitée, puisque ça c'est notre 4e cycle électoral que nous sommes en train de préparer déjà pour 2023. Car, premier, deuxième, troisième cycle, les erreurs commises nous donnent de l'expérience. Et ce sont ces expériences que nous allons y mettre pour améliorer notre système électoral. Et je pense que Kadima, il dit les contraintes du temps. Le temps est large. Et le temps aussi, c'est une ressource complexe. Puisque le temps est grand, il est des fois petit, il suffit seulement l'homme. La journée a 24 heures.
Si vous êtes réveillé le matin, vous verrez que le temps était venu, mais si vous vous réveillez à 16 heures, vous trouverez que le temps est imparti. Parce que lorsque Denis Kadima est en train de parler de facteur temps, il était déjà prévu, en tout cas en principe, il y a 1000 jours qui ont été déjà consacrés justement pour le processus électoral, mais à ce jour-ci, on nous parle qu'il y a déjà 320 jours qui sont déjà partis, près de 11 mois, qui sont partis comme ça sans qu'il y ait eu quelque chose en cette faveur-là. Mais vous venez de dire que il faudrait d'abord qu'on ait un cadre juridique. Ça, c'est une des actions phares justement pour organiser la bonne élection. Alors, pensez-vous que dans le 760 jours qui nous restent, est-ce que c'est possible que l'on puisse nous produire un cadre juridique idoine justement pouvant permettre la bonne organisation des élections? Vous parlez de 760 jours. 60 jours. Oui. Moi, je parle d'aujourd'hui. Nous sommes mois de février, le 13, le 11. Non, le 12 février. Le 12 février. Partant, le jour qu'on tiendra les élections en décembre, puisque la loi, la constitution de notre pays dit que 90 jours avant la fin de son mandat, le chef de l'État le corps électoral a convoqué 90 jours avant. C'est-à-dire le président avait prêté serment le 24 janvier. Du 24 janvier, c'est au mois d'octobre jusqu'en 24 juin. Le 24 octobre, non, le 24 novembre au 24 janvier, c'est 90 jours. Donc, il y a l'état est là. Vous dites ici, le temps, la contrainte du temps dépend de l'organisation de chacun d'entre nous de se réveiller de son lit et jusqu'il va dormir. Et le temps, c'est 24 heures. En 24 heures, on peut faire beaucoup de choses pour une journée. Donc, le temps, c'est la manière où nous, Congolais, les acteurs, partie prenante aux élections, nous allons nous y prendre. Là, ce n'est pas... Mais pour moi, l'État est largement... Et nous pouvons organiser les élections 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. Alors justement, parce que vous êtes en train d'évoquer le cas de cadre juridique, alors vous avez dit, si chez nous en République du Congo, jusque-là, nous n'avons que de loi électorale, il faudrait alors peut-être que déjà au niveau de la rentrée parlementaire du 15 mars, vous pensez que cette question devrait être la priorité pour les parlementaires? Oui. La session de mars est éminemment législative. Puisque la session de mars, c'est là où on vote les lois. Mais la loi électorale est prioritaire. Et que nous, au niveau de l'UDPS, nous avions amendé les propositions de nos amis de l'AMOCA. Quand nos frères de l'ECD, de l'ensemble de Nouvel Élan de Mouzit parlent de politisation de la CENI, on doit dépolitiser. Alors, la CENI, c'est la loi électorale. En tant qu'expert électoral, oui. Qu'est-ce que vous avez comme proposition justement en termes d'amendement ou de correction de la loi électorale par rapport au cycle passé? Parce que cette fois-ci, nous avons bien besoin de voir en tout cas de très bonnes élections et ne pas retomber dans le même piège des lois. Dans nos amendements, dans nos propositions, faute du temps, sinon j'allais lire, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Proposition en termes d'amendements. Justement par rapport à la loi électorale. C'est quoi l'idée phare de votre proposition? Nous avions dit ceci. Oui. Puisqu'il y a des experts dans notre pays qui disent que non, la territoriale de nos originaires n'ont pas à donner le résultat, nous leur disons non. Puisque la territoriale du MPR
n'avait pas réussi, puisque un certain 24 avril 90, Mobutu Jemissa demanda que le peuple comprenne son émotions. Alors là, ils ne peuvent pas dire que la territoriale des non-originaires avait réussi. Nous, car quand Mobutu nomma le gouverneur, les commissaires régionaux, ils étaient tout d'abord présidents régionaux d'IMPER, commissaires des régions. C'est que vous n'avez Ils appliquaient d'abord le moboutisme, et le moboutisme qui n'était que la pensée, les idées, les vols, les caprices du maréchal Mobutu, président d'Isaïe. Alors là, vous ne pouvez pas dire que en appliquant la pensée de Mobutu, il vous nomme et vous allez appliquer ses idées. Non, et alors aujourd'hui, c'est quoi votre proposition d'amendement par rapport à cet amendement-là, pour que ça soit un procès électoral crédible? Crédible, je vous dis, je vous lirai un des points rapidement, saillants. Le premier point pour nous, c'est le financement des partis politiques. Puisqu'ici, la loi sur le financement des partis politiques exige que les financements des partis politiques et les règlements politiques pour permettre une compétition équitable entre les candidats et un encadrement rigoureux des dépenses électorales. La loi sur le financement des partis politiques souffre depuis 2011. Cette loi n'est pas appliquée. Et je pense que peut-être cette année, ce processus, on ne sera pas financé, il faut le financement. Un autre élément, prohibition de la candidature à plusieurs niveaux d'élection par une même personne au cours d'un même cycle électoral, afin de donner les chances à d'autres candidats. On ne peut pas accepter que vous êtes candidat gouverneur, vous êtes candidat député provincial, vous êtes candidat député national, sénateur, ainsi de suite. Non, ça c'est antidémocratique. Et aussi un autre élément, nous avions demandé que les suppléants ne soient pas les membres de famille, votre fils, votre épouse, et ainsi de suite. Et aussi dans cette partie de là où je suis d'accord avec le calendrier de Kadima, quand il privilégie les élections à la base. Car pour nous, l'UDPS, le développement local des provinces ne peut être possible que si on organise les élections à la base. Car nos amendements sont portés qu'il faut un collège électoral. Le collège électoral veut dire quoi? Les élus d'une province, c'est-à-dire les députés provinciaux, les élus conseils urbains, les conseils locaux, les conseils de communes. Vous pensez que tout ce que on constitue ces collèges, ils élisent les gouverneurs de leur province et les sénateurs. Alors, pour continuer avec vous, est-ce que vous pensez que dans le timing qui nous reste, ça sera possible? Parce que par exemple, je prends cet élément où Denis Kadima dit que pour constituer d'abord le fichier électoral, il faudrait que l'on puisse avoir 400 jours. Justement, il faudrait aussi avoir 223 jours justement pour faire la commande et déploiement quand même de matériel, de kits électoraux. Mais il y a également, il nous faudrait encore avoir 180 jours pour le dépôt des candidatures. Alors, vous pensez que, en tout cas, toutes ces opérations vont se faire, et pourtant, il y a d'autres contraintes. Ça, c'est théorique. Ça, c'est théorique. Kadima, expert électoral, de renommée internationale, il prend la hauteur de temps, mais la commande de matériel, nous avons des matériels. Il ne peut pas dire que toutes les machines que nous avions commandées il y a 3 ans, elles sont abîmées. Ça, il ne peut pas me convaincre, moi Robert Koum, puisque tous ces matériels
tous ces matériels ont été commandés, ils sont stockés par la CENI. Je pense que s'il y a, pour diminuer les coûts électoraux, on doit voir quels sont les matériels qui sont disponibles. On passe. Alors, et quels sont les matériels qui manquent? On passe, on va diminuer les coûts. Et non, là, Kadima ne peut pas me convaincre. Alors, puisque les matériels parlons là. Un peu d'une autre contrainte qui a été relevée par là, il ne peut pas me convaincre, moi. Denis Kadima. Il s'agit ici de la contrainte politique. Vous, en tant qu'expert électoral, qu'est-ce que vous entendez par la contrainte politique qui pourrait faire en sorte que les élections, si jamais cette contrainte n'est pas levée, en tout cas, ça risque d'avoir de l'impact négatif sur le processus électoral? Qu'est-ce qu'une contrainte politique? C'est la volonté politique des acteurs. Si nous avions eu le démêlé avec le régime passé, parce que Kabila ne voulait pas les élections. Kabila ne voulait pas les élections. Il tenait de faire un troisième mandat sans élection comme Sassou avait fait au Congo. Il n'avait pas la volonté de faire les élections, mais le président de la République, actuellement, vous pensez qu'il a la volonté de faire 2 mandats. Et il ne peut accomplir 2 mandats qu'en organisant de très bonnes élections. Car nous, à l'IDPS, nous avons notre projet de société à 3 piliers. L'état de droit, la mise en place des institutions démocratiques. Issues des élections, bien sûr. Et la pratique du fédéralisme ou l'unitarisme à force de décentralisation. La mise en place des institutions démocratiques sont possibles qu'en organisant des élections transparentes, libres et crédibles, que les élus, les dirigeants qui sortiront de ces élections 2023 ne seront pas contextés, qu'ils aient une large légitimité. Alors, moi, je pense que le président de la République... M. Robert Nkoumou, est-ce que vous ne pensez pas que Denis Kadima a quelque chose de non dit? Justement, il a trouvé quelque chose d'incompatibilité par rapport à cette contrainte de la volonté politique. Peut-être il n'a pas voulu en parler clairement, mais il trouve qu'il y a une contrainte. Non, ça ne va pas dans ce sens-là. Kadima ne peut pas me convaincre, encore une fois, que le président de la République, notre régime, va se maintenir au pouvoir en 2023 sans élection. Et nous serons très contents. Contrainte politique, s'il vous plaît, elle n'était pas lieu. Mais c'est les journalistes. Moi, Robert Koum, je serai content qu'après 2023, moi, Robert Koum, élu député de Mbandaka sans que je sois contesté. Et que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, élu avec une majorité écrasante sans être contesté. Là, nous allons gérer le pays et faire des réformes telles que nous le pensons. Pour vous, nous retenons que vous êtes en train de voir qu'il y a la volonté politique et que cette contrainte soulevée par Denis Kadima n'a pas sa place. N'a pas sa place. Mais justement, il y a aussi cette contrainte financière que Denis Kadima y a relevée. Oui. On nous a parlé ici par le gouvernement qu'il y aurait déjà près de 100 000 $ qui ont été déjà réservés pour que ça soit affecté au niveau de la CENI. Mais Denis Kadima a dit qu'il n'y a plus d'argent. Oui. Kadima, il a donné le calendrier électoral. Il n'a pas donné le budget électoral. Et nous devons discuter si nous avons le budget qu'il a proposé. Il est de combien? Pour qu'on en discute. On ne peut pas discuter dans la volée. Puisque les élections passées, on avait fait les élections à 450 000 $. Et l'argent qu'on vole ici, qu'on arrête les gens des millions, des milliards. Et pour organiser les élections de 500 millions à 700 millions de $, si le budget atteint moins d'1 milliard ou 1 milliard, c'est 200 millions de $, je crois, Félix Tshisekedi, le leader politique de référence de l'UDPS, a la volonté d'organiser de bonnes élections, il mettra l'argent. Alors il mettra l'argent parce que... Il mettra l'argent, mais Kadima doit nous présenter son budget.
C'est votre conviction. Nous sommes en train de comprendre pourquoi est-ce que, comment est-ce que vous êtes en train de défendre, en tout cas débalayer, je peux dire ainsi, de la revers de la main, les contraintes qui sont soulevées par Denis Kadima, mais vous pensez que c'est faisable et qu'il y a encore de l'espoir. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous regarder. Si vous venez de nous joindre, vous êtes sur Canal Congo Télévision et bienvenue encore une fois de plus dans votre magazine Opinion Libre qui aujourd'hui nous sommes en train en tout cas de décortiquer la feuille de route qui a été publiée par la centrale électorale à travers son président Denis Kadima. Près de 8 contraintes ont été relevées justement de telle sorte que si jamais ces contraintes ne sont pas rencontrées, en tout cas ce sera hypothétique pour l'organisation des élections d'ici 2023. La raison pour laquelle on a fait venir pour vous un expert électoral, il s'agit de Koumou Robert, avec qui nous sommes en train en tout cas d'analyser pour voir si quelle possibilité, quelle chance donner à ce processus électoral. Nous venons là de parler de cadre juridique qu'il faudrait mettre en place, mais également la volonté politique qui doit être claire pour accompagner ce processus. Mais il y a également, M. Robert Nkoumou, cette problématique de la sécurité, en tout cas la sécurisation du processus électoral. Vous le savez, depuis un certain temps, près de 2 décennies, la RDC, surtout dans sa partie Est, en tout cas, il y a des problèmes sécuritaires. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire justement pour que demain, 2023, que les Congolais qui sont au niveau de l'Est puissent aussi jouir et voter de manière transparente et calme même pour ce procès électoral en faveur de ceux-là qui seront bien sûr candidats? La sécurisation électorale, ce n'est pas seulement les troubles. Ce n'est pas seulement les troubles ou la guerre. La sécurisation électorale concerne les électeurs. Soit sécurisé, la logistique, soit sécurisé, les opérateurs électoraux, soit sécurisé, toutes les parties prenantes et les candidats. Ça, au ministère de l'Intérieur, il y a une direction qui concerne la sécurité électorale. Une direction. Et ces gens ont été formés, ces policiers sont formés pour la sécurisation électorale. Je vous ai dit ici, ça c'est notre 4e cycle électoral. Toutes les erreurs que nous avions commises, premier, deuxième, troisième cycle seront corrigés. Et nous savons que les élections passées, mais pendant ces temps-là, il y avait des tueries. Et j'ai vu le président de la République, candidat numéro 20, battre campagne en Ituri. Même dans des zones qui ont été déclarées. Mais il a fait la pirogue. Zone rouge en ce temps. Lac Edouard, lac Kivu. Il a fait la pirogue avec Caméré. Mais monsieur Robert, ce sont des exemples que nous ne voulons pas à cette époque-là, non. Pour ce processus électoral. Je vous ai donné la sécurisation électorale concerne non seulement les troubles. Ça, nous avons très bien compris. Oui, mais alors, pourquoi avoir peur? Les troubles. Alors, quel est le rôle de l'État? Le rôle de l'État est assurer la paix sociale à son peuple et le président de la République. Et si vous parlez de la sécurité à l'Est, il a donné sa tête à couper. Et puisque nous voulons que à la fin de ces mandats, l'Est soit tranquille, soit en paix. Alors, et il a donné sa tête à couper. Et c'est pour cela que vous entendez, la peur devient de l'autre côté. Vous aviez suivi, si la RFI, Kagame est en train de pleurer. C'est le début de tout. Et aussi, il se bat pour que l'embargo nous infligé par la communauté internationale pour ne pas avoir les armes soit balayé. Je crois, avant la fin du mois de juin, l'embargo sera balayé, écarté, et nous aurons des armes. Et si le FARDC a des armes, elle sécurisera les élections à bon escient. Et je crois, tous les troubles seront terminés. Alors, à ce niveau,
quelle est la partie qui devrait beaucoup plus s'impliquer de telle sorte que les chances soient maximisées par rapport à la réussite de ce processus électoral? Le premier point pour la bonne tenue des élections, c'est la volonté politique. Puisque les élections, je crois que toutes les parties prenantes ont fait des amendements de la loi électorale. En commençant par la CEP de l'UDPS. Voici le texte. Nous l'avions amendé. Le texte est de Lutunula. Et dès que la loi électorale, une fois faite, et que les opérations d'enrôlement, ça sera la fiabilisation du fichier. Puisque le fichier existe. On va faire la fiabilisation, on va élaguer les décédés, mais les décédés, nous n'avons pas un état civil réel. Alors, monsieur et aussi élaguer, inclure, oui, ça je cite, oui. Nous allons élaguer et inclure les mineurs de 2017 à 2023. Hein? On doit les inscrire. Moi, par exemple, moi, Robert Koumou, j'ai ma carte d'électeur. Qui n'est pas une carte d'identité. Mais non, ça c'est différent. L'enrôlement des électeurs, ce n'est pas l'identification de la population, ni le recensement de la population. Ça, c'est pour avoir le numéro d'enrôlement. Moi, j'ai mon numéro. Est-ce que moi, j'aurais besoin d'aller encore me faire enrôler? Et vous aussi, et tous les 32 millions d'électeurs de l'année passée, on va juste élaguer les morts, nombre de morts, on va ajouter le nombre de mineurs, et on fiabilise le fichier. C'est une opération qui ne peut pas prendre comme Nangadi. Kadima dit, son prédécesseur. Alors, monsieur Robert, justement, pour terminer avec cette question, c'est pas grave. En demi-mot, êtes-vous d'accord pour que les opérations de l'identification des électeurs et le recensement se fassent de manière couplée ou bien que ça soit scindé? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir que le recensement puisse précéder d'abord les élections. Je vous donne une idée. Qui est appelé à enrôler les électeurs? C'est la CENI. Et qui est appelé à identifier la population? L'ONIP. C'est l'ONIP. Et qui est appelé à faire le recensement? C'est le service du plan. C'est différent. Les organes, les institutions sont différentes. Alors, chacun va faire son travail et avoir le résultat. C'est pas grave, ça. Ok, c'est pas grave. En tout cas, monsieur Robert Nkoumou, merci d'avoir été de nôtres. Je rappelle à nos très chers téléspectateurs que nous sommes arrivés à la fin de votre émission Opinion Libre, justement, où l'on recevait monsieur Robert Nkoumou, qui est expert électoral. En tout cas, on a eu à parler de la feuille de route qu'a sorti la centrale électorale en prévision des élections de 2023. Nous disons merci à Bruno Nzinga ainsi que Moron Nzambé qui était au niveau de la réalisation de cette émission, mais également grand merci à Olivier Lungongo, en tout cas, pour le grand travail. En tout cas, vous êtes brave justement à la production de cette émission Opinion Libre. Nous vous disons merci d'avoir été de nôtres, mais également nous vous promettons que déjà le numéro prochain, on aura un autre invité, mais également avec un autre sujet. Très bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne.